Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de 40 questions. Alors n'oublie pas de prendre une petite fiche comme je te le dis à chaque fois et puis de bien noter toutes tes erreurs ou toutes les choses où tu doutes. Allez, c'est parti pour la première question. Chez certaines personnes, une alcoolémie de 0,8 g d'alcool par litre de sang ne sera éliminée qu'au bout de 8 heures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir qu'en moyenne, le corps élimine à peu près entre 0,10 et 0,15 g par litre de sang, et ça, c'est par heure. Alors ça va dépendre de certaines personnes. En effet, ça va dépendre si on est un homme ou une femme. Ça dépend aussi de notre corpulence, du poids de la personne. Donc, chez certaines personnes, une alcoolémie de 0,8 g d'alcool par litre de sang ne sera éliminée que au bout de 8 heures. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si on considère que c'est 0,10 g par litre de sang, d'accord ? Si on doit en éliminer 0,8 comme ici, eh bien, il faudra donc 8 heures pour arriver à 0,8. Donc, là, c'était réponse A. Question 2. Dans tous les cas, je dois pouvoir présenter aux forces de l'ordre l'attestation d'assurance. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vignette du contrôle technique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, en cas de contrôle de force de l'ordre, comme c'est le cas sur la photo, eh bien, tout conducteur doit pouvoir présenter une attestation d'assurance, comme ici, et le certificat d'assurance qui doit lui être apposé, donc posé sur votre pare-brise, vous savez, dans le coin en bas à droite. D'accord ? La vignette du contrôle technique n'est à présenter que si vous avez un véhicule de plus de 4 ans. Parce qu'avant, il n'y a pas de contrôle technique si vous avez un véhicule neuf, donc vous n'avez pas obligation de pouvoir le présenter, d'accord ? Donc là, l'attestation d'assurance, dans tous les cas, il faut le présenter, toujours, donc réponse A. Et la vignette du contrôle technique, ça ne concernera que ceux qui ont des véhicules plus âgés. Donc là, c'était réponse non, D, donc A et D. Question 3. Le panonceau 50 mètres concerne le panneau d'obligation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau d'interdiction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc il faut savoir que le panonceau, c'est ça, il faut bien connaître les termes techniques. Donc ça, c'est le panonceau, d'accord ? Donc le panonceau qui est situé juste en dessous d'un panneau d'obligation, là c'est ce qu'on voit ici. Donc dans ce cas-là, ça ne concerne que le panneau qui est juste au-dessus. Le panonceau, c'est toujours pour le panneau qui est juste au-dessus. Mais attention, il y a une exception à ça. Alors, l'exception, c'est quoi ? C'est quand le panonceau, d'accord, se situe en dessous d'un panneau d'interdiction. Donc, vous avez votre panonceau qui est ici, ok ? Là, ensuite, vous avez par exemple un panneau d'interdiction. Allez, je vous mets 50, ok ? Et puis, et que juste au-dessus, eh bien, il y a un panneau de danger. Allez, je vous mets par exemple virage dangereux. C'est pour ça qu'il y a la limitation de 50. Ok ? Eh bien là, dans ce cas-là, le panonceau sera pour les deux panneaux. Ça, c'est l'exception, d'accord ? Donc en règle générale, je répète la règle, les panonceaux ne sont que pour le panneau qui sont juste au-dessus et pas encore au-dessus, d'accord ? Mais l'exception, c'est quand vous avez un panneau d'interdiction associé avec un panneau de danger. Dans ce cas-là, c'est tout l'ensemble. Le panonceau fonctionne pour l'ensemble.
Donc là, le panonceau de 50 mètres concerne le panneau d'obligation. Oui, réponse A. Ça, c'est le panneau d'obligation, hein, rond bleu. Et est-ce que ça concerne le panneau d'interdiction? Non, parce que ça ne concerne que celui qui est uniquement juste au-dessus, puisqu'il n'est pas associé avec un panneau de danger. Donc réponse A et D. Question 4. Le camion qui s'engage est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avait une bonne visibilité avant de s'engager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc si on revient en arrière, vous allez voir que à un moment, nous, on sera caché derrière ce panneau publicité que vous voyez dans votre rétroviseur, d'accord? Là, vous allez le voir un peu plus en arrière. Et puis après, le véhicule, là, il est en biais, donc il n'a pas de visibilité. On va analyser tout ça. Je reviens en arrière et on regarde de nouveau. Vous voyez là, on est derrière le panneau, donc on n'était pas vu. Et puis ensuite, ici, le véhicule, il est en biais. Et est-ce qu'il peut nous voir quand il est en biais? Il n'a pas de vitre à l'arrière ici, hein, puisque c'est le container qui est derrière. Donc, il ne peut pas nous voir arriver ici. Donc, à un moment, quand on était au stop, eh bien, le panneau de publicité cachait la visibilité. Et là, il ne nous voit pas non plus. Donc, il s'est engagé sans visibilité, parce qu'il n'avait pas de visibilité. Alors, le camion qui s'engage, est-il prioritaire? Ça, c'est la première question. Alors, vous avez vu, d'ailleurs, il a un stop. Hein, on voit le panneau stop. Et de toute manière, il aurait fallu, pour qu'il soit prioritaire, que nous, on ait soit un stop, soit un céder le passage pour laisser passer la gauche. C'est la seule solution, d'accord? S'il n'y a pas de signalisation, nous sommes prioritaires. Donc, nous n'avons pas de marquage au sol ni de panneau. Lui, on voit bien une bande de stop, donc il n'est pas prioritaire. Donc là, c'était réponse B. Et est-ce qu'il avait une bonne visibilité? Comme on a vu tout à l'heure, hein, non, il n'a pas la bonne visibilité pour pouvoir s'engager. Donc c'était réponse D. Donc là, c'était B et D. Question 5. L'éblouissement allonge le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Fausse l'évaluation des distances. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut savoir quand même qu'en moyenne, après un éblouissement, on va retrouver une vision normale, hein, je vous parle de normale, au bout de 5 secondes. Ça fait quand même beaucoup 5 secondes, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? L'éblouissement, ça allonge la durée du temps de réaction et ça fausse l'évaluation des distances. Alors, pourquoi ça allonge le temps de réaction? C'est parce qu'on discerne pas bien les choses. Donc, on met du temps, on soupçonne que c'est un danger, mais on n'en est pas sûr encore. Par exemple, on voit quelque chose sur la droite, et puis on réalise assez tard que c'est un chien qui va traverser. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres, hein, d'accord? Et donc du coup, ça va rallonger votre temps de réaction, ok? Alors, qu'est-ce qu'il est bien d'utiliser pour éviter l'éblouissement? N'hésitez pas à utiliser votre pare-soleil, d'accord? Et puis, les lunettes de soleil. Et qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Ça suffit pas, hein, de mettre le pare-soleil et les lunettes de soleil. Il est bien aussi de ralentir. Ça permettra de laisser le temps à vos yeux de s'adapter à la luminosité. Donc là, c'était réponse A et C. Question 6. Lorsque je règle mon siège, je dois régler en premier mes jambes, réponse A, mon dossier, réponse B, le confort dorsal, réponse C, peu importe, réponse D. Alors, pour s'installer correctement au poste de conduite, d'accord, on doit toujours régler dans un premier temps le siège avec la profondeur des jambes, d'accord? Donc dans un premier temps,
le siège comme il fait là le monsieur. Ensuite, on doit régler la longueur des bras, d'accord? Il ne faut pas avoir les bras tendus ni trop pliés. Donc vous pouvez régler ça en inclinant le dossier ici et en modifiant aussi la profondeur et la hauteur du volant avec une petite manette souvent qui se retrouve juste en dessous du volant. Vous tirez dessus et puis ça permet de régler la profondeur, d'accord? Ensuite, vous allez régler votre appui-tête. Après, le rétroviseur et à la fin, seulement à la fin, vous mettrez votre ceinture. Vous ne pouvez pas mettre votre ceinture dès le début parce que comment vous allez vous pencher pour régler votre siège par exemple? Comment vous allez vous pencher, parce que la ceinture ça vous maintient le long du dossier, hein, comment vous allez vous pencher pour régler vos rétroviseurs? Ça ne sera pas possible, d'accord? Donc on met la ceinture en dernier. Alors, donc lorsque je règle mon siège, je dois régler en premier, ce que je vous ai dit, hein, c'est les jambes en premier, d'accord? Le dossier, ça sera après. Et puis le confort dorsal, alors ça c'est en option sur certaines voitures, vous n'en avez pas toujours sur toutes les voitures. C'est pour bomber plus ou moins le bas du dos au niveau des reins. Vous voyez, c'est juste pour un confort des lombaires, hein, tout simplement. Voilà, donc là, c'était réponse A. Question 7. Je viens d'activer l'airbag du siège avant côté passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, sur le siège avant, je peux transporter un bébé de 7 mois dans un siège dos à la route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, si on regarde le sens de la flèche, on voit bien que on est sur la désactivation. C'est éteint, off, éteint, d'accord? On dessine l'airbag là avec la croix, ça veut dire que il est désactivé, d'accord? Si on avait avec la clé, on insère la clé de votre voiture ici, et puis on tourne vers on, vous voyez bien, il est interdit dans ce cas-là, si c'est allumé, de mettre un siège enfant dos à la route. D'accord? Je viens d'activer l'airbag du siège avant côté passager. Alors là, on ne l'a pas activé, on l'a désactivé. D'accord? Donc là, c'était réponse B. Est-ce que dans cette situation, sur le siège avant, je peux transporter un bébé de 7 mois dans un siège dos à la route? Puisqu'il est désactivé, j'ai le droit en effet de le mettre à l'avant, d'accord? Donc là, c'était réponse B et C. Question 8. À l'arrière, une remorque doit être munie de 2 catadioptres triangulaires de couleur blanche, réponse A, rouge, réponse B, bleu, réponse C. Alors, pour ceux qui se sont inscrits là à la formation pour avoir des astuces gratuites, pour pouvoir progresser plus rapidement dans votre code de la route, donc c'est-à-dire progresser vite mais bien, d'accord? Ça sert à rien de faire 1000 heures, mais il faut les faire bien. Donc ceux qui ont suivi ça, je vous avais donné aussi à l'avance quel type de questions vous auriez pour pouvoir les réviser et les apprendre. Donc la question d'avant faisait partie des questions à réviser. Et puis celle-ci aussi, je vous avais posé la question, quels sont les équipements obligatoires sur une remorque? Avec le petit cours que je vous donne sur Telegram aussi, je vous ai expliqué tout ça. Donc on va voir si vous avez bien appris. Alors, à l'arrière d'une remorque, on doit toujours être muni de catadioptres. C'est des réfléchisseurs de lumière, c'est ça les catadioptres, d'accord? Donc ils sont triangulaires. Et de quelle couleur ils sont? Ils doivent être de couleur rouge. Donc c'était réponse B. Donc si vous ne savez pas ou si vous avez un doute parce qu'on l'a révisé ensemble mais vous aviez encore un doute, surtout vous le notez, d'accord? Alors réponse B. Question 9. Lors d'un long trajet, le conducteur a tendance à modifier sa position de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À être moins vigilant. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors en effet, hein, quand on parcourt un long trajet, la fatigue s'installe. On a des fois des crampes, des fourmillements ou un peu de raideur dans le dos, dans la nuque, même au niveau des bras un peu, on a l'impression que les bras sont un peu lourds, d'accord? Et du coup, notre position de conduite, elle se modifie un petit peu. On a tendance un petit peu à s'enfoncer dans le fauteuil. Vous verrez même, ceux qui ont commencé à conduire, vous réglez vos rétroviseurs au début de votre leçon de conduite, et puis à peu près au milieu de la leçon de conduite, vous dites que finalement les rétroviseurs ne sont plus si bien réglés. C'est parce que vous avez changé de position sur votre siège. C'est normal, d'accord? Donc n'hésitez pas, quand vous en avez l'occasion, surtout pas en circulant, hein, d'accord? Mais quand vous en avez l'occasion, vous pouvez régler vos rétroviseurs, ça ne pose pas problème. Donc en effet, ça a tendance à modifier sa position de conduite, mais on a aussi tendance à être moins vigilant. C'est pour ça qu'il faut faire une pause, et je vous rappelle, la pause c'est conseillé toutes les 2 heures, au moins. Allez, donc là, réponse A et C. Question 10. Je vais rencontrer un stop, réponse A, un céder le passage, réponse B, une priorité à droite, réponse C, un feu tricolore, réponse D. Elle n'était pas facile celle-ci, rassurez-vous, le jour de l'examen, des questions pas faciles comme ça, au pire vous n'en aurez qu'une sur 40, hein, d'accord? Ça ne va pas s'enchaîner. Alors, si on revient en arrière, je vais vous demander de bien regarder la signalisation, en particulier les panneaux. Là, il fallait bien regarder les panneaux. Donc, je reviens en arrière et regardez bien. Là, on voit un feu tricolore, d'accord? Donc, ça nous annonce que nous allons rencontrer un feu tricolore. Parce que là, tout du loin, le camion cachait la visibilité sur le feu tricolore qui est juste ici. Donc si vous n'observez pas bien votre signalisation, vous ne pouvez pas le voir. Donc c'était réponse D, ça nous annonce un feu tricolore. Question 11. Je reste où je suis, réponse A, ou je m'écarte, réponse B. Alors, la réglementation est que quand on est en ville, on doit toujours laisser un espace minimum, là c'est obligatoire, hein, un intervalle minimum de 1 mètre. D'accord? Si on est hors agglomération, ça aurait été 1,50 m, hein, d'accord? Donc si on est en dehors de la ville, c'est 1,50 m, ok? Mais là, on est en ville. Donc c'est minimum 1 mètre. Mais j'ai bien dit le minimum. Donc dès qu'on a la possibilité, même si on avait eu les 1 mètre là, il suffit qu'elle perde l'équilibre ou qu'elle soit au téléphone et pas bien concentrée, ou qu'elle décide de traverser. Des fois les gens tournent la tête, mais en même temps qu'ils tournent la tête, ils ont tendance à dévier leur trajectoire. Donc il faut toujours... Le mini 1 mètre, c'est vraiment pas grand chose, d'accord? Donc si vous avez la possibilité de faire plus, vous faites plus. Donc là, c'était je m'écarte, puisqu'on a la possibilité de le faire. Donc réponse B. Question 12. Le permis de conduire probatoire possède un capital initial de 3 points, réponse A, 6 points, réponse B. Sans la conduite accompagnée et sans infraction, ce capital est augmenté chaque année de 2 points, réponse C, 3 points, réponse D. Donc le permis de conduire probatoire. Alors probatoire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on est jeune conducteur, ça veut dire qu'on vient d'obtenir le permis de conduire, d'accord? Eh bien automatiquement, on part sur une base de 6 points. Et progressivement, on va arriver, comme ceux qui ont
tous leurs points et qui ne sont plus jeunes conducteurs, on va arriver aux 12 points, progressivement. D'accord? Alors, comment ça fonctionne? Si vous n'êtes pas en conduite accompagnée, donc vous avez passé votre permis par exemple à 18, 20 ans ou plus, vous n'êtes pas en conduite accompagnée, là, dans ce cas-là, vous allez avoir 3 ans de période probatoire, donc de période, on va dire, de jeune conducteur. Hein, vous avez 3 ans, et donc forcément, pour aller jusqu'à 12 points, vous allez récupérer 2 points à chaque fois. Donc ça va faire 6 points, au bout d'1 an, 8 points, au bout de 2 ans, 10 points, et à la 3e année, au bout de 3 ans, vous avez vos 12 points, si vous n'avez pas fait d'erreur, évidemment, pas d'infraction. Si vous êtes en conduite accompagnée, vous partez aussi sur une base de 6 points, d'accord? Mais là, la conduite accompagnée, c'est une période probatoire uniquement de 2 ans après, quand vous avez passé votre permis de conduire, d'accord? Ça réduit la période probatoire à 2 ans. Donc, vous partez sur 6 points. Mais après, vous allez gagner 3 points au lieu de 2 points normalement. Donc 3 points, donc vous allez arriver à 9 points. Et puis ensuite, au bout de la 2e année, quand vous ne serez plus en période probatoire, vous allez encore récupérer 3 points si vous n'avez pas fait d'infraction. D'accord? Donc comme on était à 9 plus 3, ça fait 12 points. D'accord? Voilà. Donc le permis de conduire probatoire possède un capital initial de 6 points, réponse B. Et sans la conduite accompagnée et sans infraction, ce capital est augmenté chaque année de 2 points. Donc là, c'était réponse B et C. Question 13. Par rapport à un conducteur expérimenté, un conducteur débutant est capable de traiter autant d'indices? Oui, réponse A. Non, réponse B. Se fatigue plus vite? Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est pas pour rien qu'on met une période probatoire pour les jeunes conducteurs et que les limitations de vitesse sont différentes. C'est parce que justement ils sont encore pas mal concentrés sur la mécanique de la voiture et puis ils manquent d'expérience évidemment, donc ils détectent moins d'indices que un conducteur qui a plus l'habitude de conduire, d'accord? Donc et il va se fatiguer plus vite parce qu'il doit faire plus d'efforts pour se concentrer là-dessus. Donc là c'était réponse B et C. Question 14. Lors d'un départ à froid, il est préférable de faire chauffer le moteur à l'arrêt, réponse A, de rouler en douceur dès qu'il tourne, réponse B. Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il faut savoir qu'un moteur qui est froid va consommer beaucoup plus, d'accord? Donc si on démarre le moteur mais qu'on ne roule pas, qu'on reste sur place, là le moteur consomme du carburant mais on aura fait 0 km, donc on consomme pour rien. Ce qui veut dire qu'en fait, il vaut mieux rouler dès qu'on a démarré le moteur. Par contre, pour pas l'abîmer, le moteur, d'accord, pour pas l'endommager, on va rouler lentement. On va démarrer en douceur et on va pas trop monter dans les tours, d'accord, jusqu'à ce qu'il soit à la bonne température. Donc ça, il va falloir attendre plusieurs kilomètres. Donc, lors d'un départ à froid, il est préférable de rouler en douceur dès qu'il tourne, pour une raison économique et écologique. Question 15. Je circule avec les feux de position seuls, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C. Alors, on va observer, vous voyez là, il fait presque nuit, on n'a pas beaucoup de visibilité, mais on voit malgré tout que nous sommes
en agglomération. Hein. On voit des bâtiments, des maisons ici avec de l'éclairage, et à droite aussi, il y a une maison ou une église peut-être, mais il y a donc des bâtiments. Donc nous sommes en agglomération, d'accord? Mais il n'y a pas d'éclairage, vous voyez, c'est pas allumé les lampadaires, on n'en voit nulle part des lampadaires, il n'y a aucune lumière. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'éclairage, ça c'est la règle, si vous avez un doute là-dessus, j'ai fait une vidéo sur les éclairages à mettre, d'accord? Donc la règle c'est que s'il n'y a pas d'éclairage, ça à connaître par cœur, d'accord? S'il n'y a pas d'éclairage, qu'on soit en ville ou pas en ville, peu importe, vous devez mettre absolument vos feux de route. Ça, c'est obligatoire. D'accord? Pas d'éclairage, ville ou pas ville, ça nous est égal, on doit mettre les feux de route. Donc là, c'était réponse C. Question 16. Avant de quitter ma voiture, je vérifie qu'aucun objet convoité n'est visible. Oui, réponse A. Non, réponse B. Évidemment, si vous ne voulez pas vous faire forcer la voiture ni casser une vitre, d'ailleurs, je vous conseille fortement de cacher vos objets de valeur qui peuvent intéresser du monde. Donc là, c'était réponse A. Question 17. L'angle de vision est d'environ 180 degrés à l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. 60 degrés à 80 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, à l'arrêt, la largeur du champ visuel, il est d'environ 180 degrés, d'accord? Et puis, ça va se rétrécir proportionnellement, c'est-à-dire que plus vous allez aller vite, plus le champ visuel va se rétrécir, parce que votre œil n'est plus capable de détecter ce qu'il y a sur les côtés, ça va trop vite. Donc, à 30 km/h, mon angle de vision, déjà, il va passer de 180 à 120 degrés à 30 km/h. Ensuite, à 80, il va se réduire à 60 degrés. Ça fait plus grand-chose, 60 degrés. Et à 100 km/h, 45 degrés. D'accord? Et quand on sera à 130, ça va réduire à 30 degrés. Vous voyez, 30 degrés, ce que ça fait, c'est pas beaucoup. Donc, plus on va rouler vite, plus ce qu'il y a sur les côtés, ça va échapper à notre vue et on ne pourra plus anticiper aussi bien que si on roulait moins vite. D'accord? Donc là, c'était réponse A et C. À apprendre par cœur. Là vraiment, je vous l'ai spécifié pour ceux qui sont inscrits pour les petites astuces là gratuites, mais même pour les autres là, ceux qui m'écoutent, n'hésitez pas, vous le notez. Si vous avez un doute, même sur toutes les vitesses que je vous ai données, vous notez tout ça. Question 18. Les enfants ont plus de difficultés que les adultes à apprécier les distances et les vitesses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et en effet, les enfants ont plus de mal à apprécier les distances et les vitesses. Allez, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez la route qui est ici, d'accord? L'enfant est là, ok? Et puis au loin, là, il va voir deux véhicules. Allez, il va voir une voiture, d'accord? Et puis un camion. Un camion, ok? Voilà, je vous dessine les roues, enfin vous voyez, vous imaginez une voiture et un camion. Pour lui, là, quel véhicule est le plus proche? Eh ben vous allez me dire, c'est la voiture. Eh ben non, parce que lui, il confond taille et éloignement. Pour lui, la voiture, elle est plus petite quand il est petit. Donc comme elle est plus petite, ça veut dire elle est plus loin, la voiture.
Le camion il est plus gros, donc il est plus près. Alors que vous voyez, c'est pas du tout le cas, c'est l'inverse. Hein. Donc ça fausse ses idées. Donc lui, il pense que peut-être qu'il a le temps par rapport à la voiture, il a le temps peut-être de traverser ou d'aller chercher son ballon, enfin peu importe, ou d'aller voir son copain en face. Il pense vraiment avoir le temps, parce que la voiture elle est petite, donc elle est encore loin. Mais non. Et en plus de ça, vous risquez d'arriver plus vite qu'un poids lourd. Donc ça, c'est à prendre en compte toutes ces choses-là. Donc c'était réponse A. Donc ça, c'est à prendre en compte toutes ces choses-là. Je vous en parle un petit peu, c'est pour vous, surtout vous, après en conduite, d'accord? Ça vous donnera un peu plus d'expérience pour anticiper plus ce genre de situation. D'accord? Donc là, maintenant, on va passer à la question 19. Alors, question 19. En activant cette commande, j'empêche l'ouverture de la portière. De l'intérieur, réponse A. De l'extérieur, réponse B. De l'intérieur et extérieur, réponse C. Vous avez vu, je vous ai fait une vidéo qui est pas mal axée sur les jeunes conducteurs et sur les enfants notamment, les autres usagers. À savoir que le jour de l'examen, vous n'aurez jamais de question deux fois la même chose quasiment. Donc par exemple, si vous avez une question sur le jeune conducteur et sa perception, vous n'aurez pas d'autres questions sur le jeune conducteur, d'accord? Donc il y aura jamais en doublon. Jamais en doublon sur le même thème, hein, d'accord? Voilà, mais là, moi, c'est pour l'entraînement, donc des fois, j'axe un petit peu sur certains domaines, ça vous permet de travailler des domaines précis. Alors, en activant cette commande, est-ce que j'empêche l'ouverture de la portière, mais de quel côté? Alors, vous voyez, c'est une petite chose qu'on active ici, soit avec une clé, votre clé de voiture, d'accord? Ou des fois un petit tournevis, ça peut suffire. Ou des fois, c'est un petit loquet à déplacer, un petit bouton qu'il faut déplacer d'un côté et de l'autre. Ok? Donc, si je l'actionne, j'enclenche la sécurité enfant. Sur certaines voitures, c'est même pas ici, c'est un petit bouton qui est au niveau du conducteur que vous devez manipuler, donc ça se fait de façon électronique. Voilà. Alors, si je l'actionne, eh bien, je ne pourrai pas ouvrir la voiture de l'intérieur. C'est pour éviter que l'enfant ouvre une portière en roulant, par exemple, ou qu'il ouvre le portière même si vous êtes arrêté, hein, et que il ouvre la portière au moment où une voiture qui passe, qui vous dépasse. Là, il va se faire arracher la portière, puis lui peut-être aussi va être accidenté. Donc ça sera vous, quand vous allez descendre de la voiture, qui allez donc ouvrir la portière de l'extérieur, avec la poignée extérieure uniquement. Ce qui veut dire que c'est pas lacet non plus, d'accord? Elle est bloquée seulement de l'intérieur, donc réponse A. Question 20. La profondeur réglementaire minimale des rainures principales est de 0,6 mm, réponse A, 1 mm 6, réponse B, 2 mm 6, réponse C. Alors, je vous ai demandé de réviser justement concernant l'usure des pneus, toutes les choses qu'il fallait savoir réviser. Donc là, c'est important à savoir, vous devez absolument l'apprendre par cœur. D'accord? La profondeur réglementaire minimale des rainures, d'accord? Minimale, d'accord? Eh bien, elle est de 1,6 mm. Ça correspond à cette petite bosse-là. Vous voyez le témoin d'usure, d'accord? Eh bien, lui fait 1,6 mm. Et donc, quand la gomme qui est ici, là sur les côtés, la gomme du pneu, à force qu'elle soit usée, au bout d'un moment, elle va être de moins en moins profonde. Et quand ça va arriver à la même hauteur, eh bien, ça sera plus bon, il faudra changer le pneu. Donc là, réponse B. Question 21. Le temps de réaction est 2 fois plus court à 50 km/h qu'à 100 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, attention,
il ne faut pas confondre le temps de réaction et la distance parcourue pendant le temps de réaction. Donc le temps de réaction, c'est entre le moment où vous avez vu la chose et le moment où vous allez commencer à agir. Un coup de volant, un coup de frein, de l'accélérateur, enfin peu importe. Donc là, en règle générale, on dit en moyenne que le temps de réaction, il est de 1 seconde. D'accord? Et ça, que vous rouliez à petite allure ou à grande allure, le temps de réaction, il est grosso modo toujours de 1 seconde. Ok? Qu'est-ce qui va le modifier? Ça va être si vous êtes fatigué, si vous avez pris par exemple de l'alcool, des médicaments, des choses comme ça. Ça va le modifier, ça va le perturber. Par contre, la distance que vous allez parcourir pendant le temps de réaction, lui, il va évoluer. Plus vous roulez vite, d'accord? Si, allez, à 30 km/h, vous ne ferez que cette distance-là pendant 1 seconde. Et puis, je sais pas, moi, à 50 km/h, bah, vous ferez plus de distance. D'accord? Voilà. Ça, la distance, elle va évoluer. Mais lui, le temps de réaction, il reste toujours le même. Ça sera 1 seconde à peu près. Donc, réponse B. Question 22. Pour faciliter ce croisement, je ralentis et je serre à droite. Réponse A. Ou je serre à droite et je ralentis. Réponse B. Alors là, il va falloir que je croise ce véhicule blanc là, qui est ici, d'accord? Qu'il soit à l'arrêt ou en train de circuler, le problème va être le même. Donc quand je vais le croiser, ben, vous avez vu la route, elle est vraiment pas large du tout, hein. D'ailleurs, il n'y a même pas de marquage au sol pour séparer les deux voies. Donc la route n'est pas large, il va falloir serrer sur le bord droit. Si vous ne ralentissez pas et que vous allez sur le bord droit, bah vous pouvez très bien vous taper une ornière, ça veut dire un trou hein, dans là, ici, ou une pierre qui est sur le bord. Mais regardez aussi ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la boue. Voilà, et si vous mettez les roues dans la boue et que vous roulez vite, vous n'allez plus maîtriser la direction, la trajectoire de votre voiture. Et là, vous courez à l'accident, d'accord? Donc il va falloir forcément, dès que vous empruntez l'accotement, c'est pas fait pour rouler vite, un accotement, et puis il peut y avoir des petits obstacles dedans, d'accord? Donc si vous roulez sur un accotement, il va surtout falloir ralentir avant d'aller circuler dedans, d'accord? Donc là, c'était je ralentis et je serre à droite. Réponse A. Question 23. À cette intersection, je passe le premier. Réponse A. Je peux aller à gauche. Réponse B. Je peux aller tout droit. Réponse C. Je peux aller à droite. Réponse D. Alors cette fois-ci, on va voir si vous avez pensé à observer la signalisation comme tout à l'heure. Donc vous vous rappelez, hein, l'examen, vous n'aurez pas deux questions du même type, hein, d'accord? Moi, c'est pour l'entraînement, c'est autre chose. Je suis là pour vous aider. Alors, on va revenir en arrière et observez bien la signalisation. Vous avez vu, il y a un panneau stop avec un panneau interdit de tourner à gauche et une bande stop qui est ici. Donc, à cette intersection, est-ce que je passe le premier? Eh bien non, puisque j'ai un stop. D'accord? Ensuite, est-ce que je peux aller à gauche? Il y avait deux choses. Il y avait le panneau tout à l'heure interdit d'aller à gauche, mais en plus de ça, vous avez ce panneau-là qui vous dit que vous êtes en sens interdit, sauf pour les cyclistes, d'accord? Mais donc le panneau nous concerne, d'accord? Est-ce que je peux aller tout droit? Bah, il n'y a aucune interdiction d'aller tout droit. D'ailleurs, hein, vous avez vu, il y a même de la signalisation qui nous concerne, et il n'y avait pas d'interdiction d'aller à droite non plus. Donc, est-ce que je passe le premier? Non. Est-ce que je peux aller à gauche? Non plus. Est-ce que je peux aller tout droit? Oui. Réponse C. Est-ce que je peux aller à droite? Oui. Réponse D. Donc là, c'était C et D. Question 24. Ce véhicule est correctement stationné? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce véhicule est correctement arrêté? Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Alors tout d'abord, vous voyez, c'est un trottoir qui est haut, d'accord? Quand il y a un trottoir qui est haut, déjà, on n'a pas le droit de stationner dessus. S'il y avait eu un aménagement pour stationner à cheval, il aurait fallu avoir un panneau, ce qui n'est pas le cas, et il n'aurait pas fait un trottoir qui est haut comme ça. En plus de ça, c'est interdit de stationner ou de s'arrêter à proximité vraiment immédiate d'une intersection, d'accord? De manière à pas gêner l'intersection. Parce que lui, moi, si je me mets ici, imaginez, le feu passe orange et ensuite rouge, donc je m'arrête, puisque mon feu est orange, ici. Le problème, c'est que comme il y a le véhicule qui est en stationnement, je vais me retrouver un peu à cheval, d'accord? Et s'il y a un poids lourd qui vient de là, par exemple, vous savez, et qui a besoin de tourner comme ça, pour aller dans la rue, il ne peut pas tourner. Il bloque la circulation. Idem s'il vient de ce côté-là, hein, il va couper la route un petit peu, et je vais bloquer la circulation. Donc on ne doit pas s'arrêter à proximité immédiate d'une intersection. D'accord? Donc là, c'était réponse B et D. Question 25. Vérifiez l'angle mort avant de partir. Évite de surprendre. Réponse A. Évite d'être surpris. Réponse B. Évite l'usage du clignotant. Réponse C. Alors, oui, il faut toujours avoir une vision dans son ensemble. Les rétroviseurs limitent vraiment la vue qu'il y a autour de nous. Donc, si on peut avoir une vision à 360 degrés, d'accord, vraiment dans son ensemble, c'est l'idéal. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir tourner la tête, d'accord? Donc, ça nous permettra, en vérifiant l'angle mort, ça nous permettra d'éviter d'être surpris, hein, donc de ne pas voir, par exemple, une voiture qui est arrivée sur le côté ici. On ne pourra pas le voir dans les rétroviseurs si elle vient d'une rue sur le côté, par exemple, d'accord? Donc, et puis ça nous évitera de surprendre les autres aussi, parce que si on démarre, parce qu'on ne l'avait pas vu, si on démarre devant elle alors qu'elle arrive, on risque l'accident, on risque de la surprendre aussi. Donc là, c'était réponse A et B. Et toujours, dans tous les cas, mettre son clignotant pour informer de notre intention. Ça, c'est important. Donc réponse A et B. Question 26. J'ai le permis depuis 6 mois. Il sera annulé en cas de contrôle positif à un test de dépistage d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. À un test de dépistage de stupéfiants. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut savoir qu'un jeune conducteur, il est en infraction dès qu'il va dépasser 0,2 grammes. D'accord, grammes par litre de sang, hein, d'accord. Et donc il va perdre automatiquement 6 points à apprendre par cœur, parce que ça, vous avez remarqué, vous l'avez souvent dans vos questions. Donc si vous avez même un doute, hein, vous vous rappelez, vous mettez sur la petite fiche, comme je vous conseille, hein, dans les astuces, hein, et puis ensuite vous l'apprenez un petit peu le matin, un petit peu le soir, c'est pas grand chose, et puis c'est comme ça qu'on retient bien. Et ensuite on fait plus d'erreurs. Voilà. Et donc c'est la même chose si vous consommez des stupéfiants aussi, hein, d'accord? Donc la première année, comme je ne possède que 6 points, bien je n'ai plus de permis. Du coup, mon permis sera annulé, d'accord? Donc là, c'était réponse A et C. Question 27. Quelle est la meilleure installation? A, réponse A. B, réponse B. Alors, si on regarde bien les bras, là, vous voyez, les bras sont carrément tendus. Alors qu'ici, ils sont semi-fléchis, d'accord? Ils doivent pas être comme ça, hein, non plus, hein. Surtout pas, hein, d'accord? Mais là, ils sont semi-fléchis.
Ça, c'est la meilleure position pour pouvoir conduire. Ne jamais avoir les bras tendus parce qu'au moment où vous allez tourner, vous risquez d'échapper votre volant et en plus de ça, vous allez fatiguer plus vite et vous aurez moins de précision dans vos gestes. Donc pour pas mal de raisons, ne pas avoir les bras tendus. Donc là, c'était réponse B. Question 28. Sur autoroute, les résistances à l'air et au roulement sont responsables de près de la moitié de la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors même s'il y a eu beaucoup d'efforts de fait sur l'aérodynamisme, la résistance à l'air et au roulement, quand vous roulez, d'accord, c'est ça, ça provoque une bonne partie de la consommation. Et c'est encore pire si vous mettez un coffre de toit, par exemple, d'accord. Donc là, plus vous allez rouler vite, plus il y aura une résistance à l'air. Donc évidemment que sur l'autoroute, la résistance à l'air et au roulement, c'est responsable de près de la moitié du carburant. En effet, c'est pour ça qu'on vous conseille de réduire un petit peu votre allure pour consommer beaucoup moins. Donc réponse A. Question 29. Téléphoner en conduisant augmente le temps de réaction. Réponse A. La vigilance. Réponse B. Le risque d'accident. Réponse C. Alors évidemment, téléphoner en conduisant, ça fait faire plusieurs tâches. Ça fait conduire, observer, vous occuper de la mécanique de la voiture, anticiper ce qui va se passer autour de vous et maintenir une discussion. Et en plus de ça, vous allez avoir une main en moins sur votre volant. Donc téléphoner en conduisant, évidemment, ça augmente le temps de réaction. D'accord ? Vous serez beaucoup moins réactif, donc ça l'augmente. Est-ce que ça augmente la vigilance ? La vigilance, c'est la concentration. Non, ça n'augmente pas la vigilance parce qu'elle sera en partie partagée avec votre téléphone. Donc la vigilance, elle sera pas meilleure en conduite. D'accord ? Est-ce que ça augmente le risque d'accident ? Bon, je pense que maintenant vous le savez, ça augmente vraiment beaucoup. Il y a pas mal de sensibilisation qui est faite là-dessus. Donc là, c'est réponse A et C. Question 30. Lorsque je freine, j'utilise le pied gauche, réponse A, le pied droit, réponse B. Alors que ce soit sur une boîte automatique ou une boîte manuelle, c'est pareil. Ces deux pédales-là, vous les aurez sur une boîte automatique et une boîte manuelle. Et si vous êtes en boîte manuelle, vous aurez la pédale d'embrayage, d'accord ? La pédale d'embrayage se prend avec le pied gauche, ok ? Et uniquement le pied gauche. Le pied gauche, il ne sert que à cette pédale-là, d'accord ? Sur une boîte automatique ou manuelle, le pied droit, ça sera utilisé soit pour freiner ici, soit pour accélérer ici, d'accord ? Donc c'est soit je freine, soit j'accélère. On va pas faire les deux en même temps, c'est pas logique. Donc le pied droit suffit. Donc lorsque je freine, j'utilise le pied droit. Réponse B. Question 31. Dans cette situation, je maintiens mon allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si on observe bien, là, le trottoir, il continue. On pourrait croire que c'est une intersection, mais non, puisque le trottoir continue, et on voit que c'est de la terre battue, là. Donc ce n'est pas une intersection, c'est pas une priorité à droite, donc j'ai pas forcément besoin de ralentir pour ce qui se passe à droite. À gauche, il y a deux cyclistes, mais ils sont de l'autre côté de ma voie. Donc on pourrait se dire, il n'y a pas de problème particulier.
Mais si on observe bien, lui, il est en train de lever sa roue avant, et lui, il est un peu proche de la ligne, enfin de l'axe médian, donc du centre de la route, d'accord? Ils ont l'air jeunes, donc c'est tout ça additionné me fait dire que c'est un risque possible, d'accord? Donc ça c'est une grande zone d'incertitude. Ordinairement, un véhicule qui circule normalement, la zone d'incertitude, elle est vers l'avant, comme ça, d'accord? Voilà. Mais là, avec ces jeunes-là, bah, je vais plutôt me dire que ça peut très bien être sur les côtés. Lui, il peut très bien tomber ou perdre l'équilibre et puis arriver sur le côté, d'accord, et perdre sa trajectoire. Lui, il va peut-être vouloir dépasser son copain, donc il risque très fortement d'empiéter, vous avez vu, dans ma voie, d'accord? Donc là, danger, danger, danger. Donc qu'est-ce que je fais? Je ralentis. Je ne maintiens surtout pas mon allure. Donc là, c'était réponse B. Et évidemment, je vais essayer d'avoir le plus d'écart possible entre moi et eux. Donc je vais serrer ma droite. Donc là, c'était réponse B et C. Question 32. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, réponse A. 100 km/h, réponse B. 110 km/h, réponse C. 130 km/h, réponse D. Ici, vous avez un panneau bleu avec une indication de autoroute. Donc ça veut dire que nous sommes sur l'autoroute, d'accord? Donc la vitesse, quand il fait un temps correct, d'accord, quand il y a beau temps, pas de chaussée humide, pas de pluie, est de 130 km/h. Ok? À partir du moment où il pleut, la chaussée est humide, je dois descendre à 110 km/h. Ok? Donc là, vu les conditions, c'est 110 km/h. Moi, on me demande la vitesse maximale. Donc on me demande pas toutes les allures à laquelle je peux rouler, on me demande la vitesse maximale. Donc je n'ai qu'une seule réponse à donner, d'accord? Donc ma vitesse maximale autorisée est de 110 km/h parce qu'il pleut. Donc réponse C. Question 33. Pour contacter un ami en conduisant, j'envoie un SMS. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je téléphone rapidement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, être au téléphone en volant, que ce soit le téléphone ou le SMS, d'accord, ou l'utilisation d'Internet, surtout jamais en conduisant, d'accord, c'est très dangereux. Donc là, c'était réponse B et D. Question 34. Alerter les secours, c'est précisé. Le lieu de l'accident, oui, réponse A. Non, réponse B. Le nombre de victimes, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je vous ai fait une petite discussion sur Telegram là-dessus, pour ceux qui sont inscrits. Donc, je vous demandais quelle est la meilleure façon d'alerter les secours quand vous arrivez sur le lieu d'un accident. D'accord? Un petit rappel, c'est protéger, alerter, secourir. D'accord? Donc, d'abord on protège et ensuite on alerte. Alors, pour alerter, l'idéal, il faut rien oublier. Parce que si, par exemple, il n'y a pas assez de véhicules d'intervention, parce que vous n'aviez pas dit qu'il y avait plusieurs personnes au moment de l'accident, il risque d'y avoir des personnes qui seront pas secourues ou mal secourues ou secourues trop tardivement. D'accord? Donc c'est important de signaler le nombre de victimes,
d'estimer leur âge, si c'est un bébé ou si c'est une personne âgée, les choses à faire et l'équipement ne sera pas le même non plus. Il faut préciser aussi si c'est un homme, une femme, une personne enceinte aussi, d'accord ? Il faut préciser le type de blessure, si c'est une hémorragie par exemple, d'accord ? Donc si la personne est consciente aussi, pour évaluer la gravité des blessures, d'accord ? Mais il faut aussi dire le type de véhicule qu'il y a. N'oubliez pas de préciser, par exemple, c'est avec un car. Alors peut-être que vous n'avez pas comptabilisé exactement le bon nombre de personnes. Donc s'il y a un car avec peut-être des personnes à l'intérieur, ils vont envoyer beaucoup plus de véhicules que le nombre de personnes que vous avez dit, hein, peut-être dans l'accident. Parce que peut-être qu'il y aura des personnes qui sont projetées, qui sont sorties du car, que vous ne verrez pas. D'accord ? Il faudra aussi préciser, par exemple, s'il y a un véhicule qui transporte des matières inflammables. Parce que là, pareil, c'est pas du tout la même organisation et le risque n'est pas du tout le même. D'accord ? Donc voilà, toutes ces choses-là sont à faire. Donc, alerter les secours, c'est préciser le lieu de l'accident, oui, réponse A, et le nombre de victimes aussi, donc réponse A et C. Question 35. L'aide au freinage d'urgence, AFU, est un système qui alerte le conducteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aide le conducteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce que c'est que l'AFU ? C'est l'aide au freinage d'urgence. Attention, parce que des fois, vous n'aurez que AFU décrit, d'accord ? Donc, aide au freinage d'urgence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je freine fort, par exemple, très fort, l'AFU va se déclencher, d'accord ? Il estime que c'est un freinage d'urgence, donc lui, il va faire un freinage optimum. Qu'est-ce que ça veut dire, freinage optimum ? Ça veut dire le meilleur de tous les freinages. Pourquoi ? Parce que soit vous allez vous freiner trop fort et bloquer les roues, d'accord ? Donc s'il y a l'ABS, tant mieux, hein, voilà. Ou alors vous n'oserez pas trop freiner, souvent c'est ce qui se passe, hein, et du coup le freinage il est pas si efficace que ça, ok ? Donc ça permet donc de freiner au maximum, mais c'est toujours couplé avec l'ABS. Je vous le précise parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus aussi. L'AFU est toujours couplé à l'ABS pour éviter le blocage des roues. Donc ça freine au maximum, mais ça ne bloquera pas les roues parce qu'il y a l'ABS aussi avec. D'accord ? Voilà. Donc c'est pas fait pour alerter le conducteur, c'est fait pour l'aider dans son freinage. Donc là, c'est réponse B et C. Question 36. Nous sommes le 16 du mois, je peux stationner du côté impair des maisons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc si vous avez du mal avec les stationnements, d'accord, je revoyais la vidéo que j'ai faite exprès pour vous, donc ça vous aidera beaucoup sur les stationnements, surtout sur les pairs et impairs. Donc, quand vous avez les deux dates sur un même panneau, d'accord, c'est une histoire de stationnement alterné, donc c'est une histoire de quinzaine, c'est-à-dire entre le 1 et le 15, et le 16 et le 31, savoir de quel côté je stationne. Alors, quand la date, vous êtes entre le 1 et le 15, par exemple, je suis le 3 du mois, d'accord ? Donc le 3, c'est bien la première quinzaine. Vous avez le droit de stationner du côté impair des maisons. Ok, c'est le petit moyen pour retenir ça, hein. Je vais assez vite parce que j'ai fait des vidéos là-dessus, regardez-les. Si je suis entre le 16 et le 31, donc comme là, le 16, hein, d'accord ? Le 16 là, ce chiffre-là, c'est un chiffre pair, d'accord ? D'accord ? Le 16, c'est pair. Donc, j'ai le droit du côté pair des maisons. Ok ? Ici, c'est pair et maison. Donc, nous sommes le 16 du mois. Je peux stationner du côté impair des maisons. Non, c'était du côté pair. Allez voir la vidéo si vous en avez besoin ou posez-moi des questions sur Telegram si vous avez besoin aussi, n'hésitez pas. Alors, question 37. Mon temps de réaction peut être nul si je suis très concentré sur ma conduite. Oui, réponse A.
Non, réponse B. Alors on l'a vu aussi, hein, toujours à propos du temps de réaction, vous savez, on l'a vu tout à l'heure, que le temps de réaction il est en moyenne d'1 seconde. D'accord? Est-ce qu'on peut le réduire à 0 seconde? C'est la question en fait. Ben non, c'est pas possible. D'accord? Vous avez vu d'ailleurs les grands sportifs qui font de l'athlétisme là, qui sont sur les starting blocks. Dès que le coup de pétard est lancé, on considère que si vous êtes entre, je crois que c'est entre 10 et 20 secondes, 20 centièmes, je crois que c'est ça, 20 centièmes, vous rechercherez sur internet, puis si vous trouvez la réponse, vous me le donnerez. Je crois que c'est en dessous de 20 centièmes. Si vous réagissez en dessous de 20 centièmes de seconde, ils considèrent que vous êtes parti avant le coup de feu et que vous avez triché. Donc c'est un faux départ. Donc pour vous dire que c'est pas possible de descendre à 0 seconde, tout simplement. Donc là c'était réponse B. Question 38. Circuler avec une voiture électrique réduit la pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réduit le bruit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors c'est vrai qu'une voiture électrique, ça permet de réduire la pollution. C'est pour ça que d'ailleurs dans quelques années, certaines marques de voitures ont décidé d'ailleurs dans 2 ans qu'ils ne feront plus que des voitures électriques neuves, d'accord? Et puis nous, nos marques françaises, je crois que c'est dans 7 ans, quelque chose comme ça, où ils ont décidé d'arrêter les voitures à moteur thermique. Moteur thermique, c'est essence ou diesel, d'accord? Voilà, et ne passer que à l'électrique. Attention, c'est un projet entre ce qui est dit et ce qui va être fait dans la réalité. Peut-être que ça sera un peu différent, mais c'est le projet global. Voilà, pourquoi? Parce que ça réduit la pollution et qu'en plus de ça, le bruit est moins important. Un moteur électrique fait beaucoup moins de bruit qu'un moteur thermique. Donc c'était réponse A et C. Question 39. La pression des pneus se vérifie à froid uniquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Visuellement, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le fait de vérifier visuellement, donc en regardant par nous-mêmes le pneu comme ça, vu de l'extérieur, ça ne suffira pas pour voir la pression du pneu. On va voir s'il est fortement dégonflé ou crevé, mais on ne saura pas si la pression est bonne, d'accord? Parce que là, c'est à 0,1, 0,2 ou 0,3 bar près. Visuellement, on n'est pas capable de détecter ça. D'accord? Ensuite, la pression, est-ce qu'elle se fait à froid uniquement? Alors, l'idéal, c'est de le faire à froid. On est d'accord. Mais si vous n'avez pas de quoi le faire à froid, parce que vous n'avez pas d'air comprimé avec un nanomètre pour pouvoir vérifier la pression à froid, il va falloir que vous circuliez et que vous alliez à une station de gonflage, d'accord? Donc il va falloir que vous parcouriez des kilomètres, ce qui veut dire que votre pneu va chauffer. Et si votre pneu chauffe, dans ce cas-là, il va falloir augmenter la pression à chaud, hein, d'accord? Il va falloir faire entre plus 0,2 et 0,3 bar, d'accord? En plus parce que c'est chaud, ok? Voilà, donc là c'est quand vous faites des kilomètres, hein, d'accord? Voilà, donc ça, si vous n'avez pas possibilité, il faudra procéder comme ça. D'accord? Donc là, la pression des pneus se vérifie à froid uniquement? Non, pas nécessairement. C'est pas l'idéal, mais pas nécessairement. Donc réponse B et D. Question 40. La signalisation interdit de faire demi-tour. Réponse A. De circuler en feu de position seul. Réponse B. De rouler à plus de 100 km/h. Réponse C. De s'arrêter. Réponse D.
Alors, si vous appréciez mes corrections, le temps que je passe pour vous, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les nouvelles vidéos, d'accord, et puis à mettre un petit like, ça me fera plaisir, ça récompense mon travail. Je suis en train de réfléchir pour voir si vous seriez intéressé pour l'année prochaine, pas au mois de décembre, je pense que ça va être compliqué, mais l'année prochaine que je vous fasse des petites corrections en live, qu'on fasse ça tous ensemble. Si ça vous intéresse les lives, vous mettez en commentaire, vous écrivez live en commentaire, comme ça je saurai que ça vous intéresse. Sinon, je ferai de façon plus habituelle. D'accord ? Donc mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis ceux qui veulent s'inscrire pour avoir les petites astuces gratuites pour pas passer 1000 heures d'entraînement et progresser rapidement sans se décourager, vous avez le petit lien soit dans les commentaires en tête de commentaire ou alors dans la description qui est juste en dessous de la vidéo. Alors pour la correction de la vidéo 40, cette signalisation, qu'est-ce qu'elle nous annonce ici là, le panneau bleu? Ça veut dire que c'est un tunnel de plus de 300 mètres de long. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'il est interdit de faire dans un tunnel de plus de 300 mètres de long? Il est interdit de faire demi-tour, c'est la règle. Vous voyez ce panneau-là, vous savez que c'est interdit de faire demi-tour. Il est interdit de s'arrêter, de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence, et vous devez aussi allumer vos feux de croisement. D'accord ? Donc là, c'était quoi comme réponse? Réponse A, réponse B et réponse D. Vous n'avez rien concernant la limitation de vitesse, il faudrait un autre panneau s'il y avait une limitation de vitesse, et là c'est pas le cas. Donc réponse A, B et D.